Propagande. Quand j'eus 8, 9, 10 ans, mon père songea à la politique. Né pour plaire et pour combattre, improvisateur et conteur d'anecdotes, j'ai pensé plus tard qu'il eût pu réussir et séduire une chambre, comme il charmait une femme. Mais de même que sa générosité sans bornes nous ruina tous, sa confiance enfantine l'aveugla. Il crut à la sincérité de ses partisans, à la loyauté de son adversaire, en l'espèce Monsieur Merlou. C'est Monsieur Pierre Merlou, ministre éphémère, plus tard, qui évinça mon père du Conseil général et d'une candidature à la députation. Grâce soit rendue à sa défunte excellence. Une petite perception de lionne ne pouvait suffire à maintenir, dans le repos et la sagesse, un capitaine de zouave amputé de la jambe, vif comme la poudre et affligé de philanthropie. Dès que le mot « politique » obséda son oreille d'un pernicieux cliquetis, il songea « Je conquerrai le peuple en l'instruisant. J'évangéliserai la jeunesse et l'enfance au nom sacré de l'histoire naturelle, de la physique et de la chimie élémentaire. Je m'en irai brandissant la lanterne à projection et microscope et distribuant dans les écoles des villages les instructifs et divertissants tableaux coloriés où le charançon, grossi 20 fois, humilie le vautour, réduit à la taille d'une abeille. Je ferai des conférences populaires contre l'alcoolisme, d'où le Poyodin et le Fortera, à leur habitude buveurs endurcis, sortiront convertis et lavés dans leurs larmes. » Il le fit comme il le disait. La Victoria défraîchie et la jument noire âgée chargèrent, l'étant venu, lanterne à projection, carte peinte, éprouvette, tube coudé, le futur candidat, ses béquilles et moi. Un automne froid et calme pâlissait le ciel sans nuages. La jument prenait le pas à chaque côte et je sautais à terre pour cueillir aux haies la prunelle bleue, le bonnet carré couleur de corail et ramasser le champignon blanc, rosé dans sa conque comme un coquillage. Des bois amaigris que nous longions sortait un parfum de truffes fraîches et de feuilles macérées. Une belle vie commençait pour moi. Dans les villages, la salle d'école, vidée l'heure d'avant, offrait aux auditeurs ses bancs usés. J'y reconnaissais le tableau noir, les poids et mesures, et la triste odeur d'enfant sale. Une lampe à pétrole, oscillant au bout de sa chaîne, éclairait les visages de ceux qui y venaient, défiants et sans sourire, recueillir la bonne parole. L'effort d'écouter plissait des fronts, entr'ouvrait des bouches de martyrs, mais distante, occupée sur l'estrade à de graves fonctions, je savourais l'orgueil qui gonfle le comparse enfant chargé de présenter aux jongleurs les œufs de plâtre, le foulard de soie et les poignards à lame bleue. Une torpeur consternée, puis des applaudissements timides, saluaient la fin de la causerie instructive. Un maire chaussé de sabots félicitait mon père comme s'il venait d'échapper à une condamnation infamante. Au seuil de la salle vide, des enfants attendaient le passage du « monsieur qui n'a qu'une jambe ». L'air froid et nocturne se plaquait à mon visage échauffé, comme un mouchoir humide imbibé d'une forte odeur de labour fumant, d'étable et d'écorce de chêne. La jument attelée, noire dans le noir, hennissait vers nous, et dans le halo d'une des lanternes tournait l'ombre cornue de sa tête. Mais mon père, magnifique, ne quittait pas ses mornes évangélisés sans offrir à boire, tout au moins, au conseil municipal. Au débit de boisson le plus proche, le vin chaud bouillait sur un feu de braise, soulevant sur sa houle empourprée des bouées de citron et des épaves de cannelle. La capiteuse vapeur, quand j'y pense, mouille encore mes narines. Mon père n'acceptait en bon méridional que de la gazeuse, tandis que sa fille, « Cette petite demoiselle va se réchauffer avec un doigt de vin chaud. » Un doigt ? Le verre tendu, si le cafetier relevait trop tôt le pichet à bec, je savais commander bord à bord et ajouter à la vôtre, trinquer et lever le coude, et taper sur la table le fond de mon verre vide, et torcher d'un revers de main mes moustaches de petit bourgogne sucré, et dire, en poussant mon verre du côté du pichet, « Ça fait du bien par où ça passe !» Je connaissais les bonnes manières. Ma courtoisie rurale déridait les buveurs, qui entrevoyaient soudain en mon père un homme pareil à eux, sauf la jambe coupée, et, bien causant, peut-être un peu timbré. La pénible séance finissait en rire, en tape sur l'épaule, en histoires énormes, hurlées par des voix comme en ont les chiens de berger qui couchent dehors toute l'année. Je m'endormais, parfaitement ivre, la tête sur la table, bercé par un tumulte bienveillant.
De durs bras de laboureur, enfin, m'enlevaient et me déposaient au fond de la voiture, tendrement, bien roulé dans le châle tartan rouge qui sentait l'iris et maman. 10 kilomètres, parfois 15, un vrai voyage sous les étoiles haletantes du ciel d'hiver, au trot de la jument bourrée d'avoine. Y a-t-il des gens qui restent froids, au lieu d'avoir dans la gorge le nœud d'un sanglot enfantin, quand ils entendent sur une route sèche de gel le trot d'un cheval, le glapissement d'un renard qui chasse, le rire d'une chouette blessée au passage par le feu des lanternes? Les premières fois, au retour, ma prostration béate étonna ma mère, qui me coucha vite en reprochant à mon père ma fatigue. Puis elle découvrit, un soir, dans mon regard une gaieté un peu bien bourguignonne, et dans mon haleine le secret de cette goguenardise, hélas. La Victoria repartit sans moi le lendemain, revint le soir et ne repartit plus. « Tu as renoncé à tes conférences ?» demanda quelques jours après ma mère à mon père. Il glissa vers moi, un coup d'œil mélancolique et flatteur, leva l'épaule. « Parbleu, tu m'as enlevé mon meilleur agent électoral. » Papa et Madame Bruno. 9 heures, l'été. Un jardin que le soir agrandit, le repos avant le sommeil. Des pas pressés écrasent le gravier, entre la terrasse et la pompe, entre la pompe et la cuisine. Assise près de terre sur un petit banc de pied meurtrissant, j'appuie ma tête, comme tous les soirs, contre les genoux de ma mère, et je devine, les yeux fermés, c'est le gros pas de Morin qui revient d'arroser les tomates. C'est le pas de Mélie qui va vider les épluchures. Un petit pas à talons, voilà Madame Bruno qui vient causer avec maman. Une jolie voix tombe de haut, sur moi. « Minet chérie, si tu disais bonsoir gentiment à Madame Bruno. » Elle dort à moitié, laissez-la cette petite. « Minet chérie, si tu dors, il faut aller te coucher. »« Encore un peu, maman, encore un peu. Je n'ai pas sommeil. » Une main fine, dont je chéris les 3 petits durillons qu'elle doit au râteau, au sécateur et au plantoir, lisse mes cheveux, pince mon oreille. Je sais que les enfants de 8 ans n'ont jamais sommeil. Je reste dans le noir, contre les genoux de maman. Je ferme, sans dormir, mes yeux inutiles. La robe de toile que je presse de ma joue sent le gros savon, la cire dont on lustre les fers à repasser et la violette. Si je m'écarte un peu de cette fraîche robe de jardinière, ma tête plonge tout de suite dans une zone de parfum qui nous baigne comme une onde sans pli. Le tabac blanc ouvre à la nuit ses tubes étroits de parfum et ses corolles en étoiles. Un rayon, en touchant le noyer, l'éveille. Il clapote, remué jusqu'aux basses branches par une mince rame de lune. Le vent superpose à l'odeur du tabac blanc l'odeur amère et froide des petites noix véreuses qui choient sur le gazon. Le rayon de lune descend jusqu'à la terrasse d'allée, y suscite une voix veloutée de baryton, celle de mon père. Elle chante « Page, écuyer, capitaine ». Elle chantera sans doute après « Je pense à toi, je te vois, je t'adore, à tout instant, à toute heure, en tout lieu ». À moins qu'elle n'entonne, puisque Madame Bruno aime la musique triste, « Là de combattre, ainsi chantait un jour, au bord glacé du fatal Borysthène ». Mais ce soir elle est nuancée, et agile, et basse à faire frémir, pour regretter le temps. Où la belle reine oubliait son front couronné pour son page qu'elle adorait. Le capitaine a vraiment une voix pour le théâtre, soupire Madame Bruno. S'il avait voulu, dit maman orgueilleuse, il est doué pour tout. Le rayon de la lune qui monte atteint une raide silhouette d'homme debout sur la terrasse, une main, verte à force d'être blanche, qui étreint un barreau de la grille. La béquille et la canne dédaignée s'accotent au mur. Mon père se repose comme un héron, sur sa jambe unique, et chante. Ah, soupire encore Madame Bruno. Chaque fois que j'écoute chanter le capitaine, je deviens triste. Vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est qu'une vie comme la mienne. Vieillir près d'un mari comme mon pauvre mari, me dire que je n'aurais pas connu l'amour. Madame Bruno, interrompt la voix émouvante, vous savez que je maintiens ma proposition. J'entends dans l'ombre le sursaut de Madame Bruno et son piétinement sur le gravier. Le vilain homme, capitaine, vous me ferez fuir. 40 sous et un paquet de tabac pour vous faire connaître l'amour, vous trouvez que c'est trop cher? Madame Bruno, pas de lésinerie. Quand j'aurai augmenté mes prix, vous regretterez mes conditions actuelles. 40 sous et un paquet de tabac. J'entends les cris pudiques de Madame Bruno,
Sa fuite de petite femme boulotte et molle, aux tempes déjà grises. J'entends le blâme indulgent de ma mère, qui nomme toujours mon père par notre nom de famille. Oh, Colette, Colette. La voix de mon père lance encore vers la lune un couplet de romance, et je cesse peu à peu de l'entendre, et j'oublie, endormie contre les genoux soigneux de mon repos, Madame Bruno, et les gauloises taquineries qu'elle vient ici chercher les soirs de beau temps. Mais le lendemain, mais tous les jours qui suivent, notre voisine, Madame Bruno, a beau guetter, tendre la tête et s'élancer pour traverser la rue comme sous une averse, elle n'échappe pas à son ennemi, à son idole. Debout et fier sur une patte, ou assis et roulant d'une seule main sa cigarette, ou bastionné traîtreusement par le journal Le Temps déployé, il est là. Qu'elle court, tenant des deux mains sa jupe comme à la contredanse, qu'elle rase sans bruit les maisons, abritée sous son enca violet, il lui criera, engageant et léger, 40 sous et un paquet de tabac. Il y a des âmes capables de cacher longtemps leurs blessures et leur tremblante complaisance pour l'idée du péché. C'est ce que fit Madame Bruno. Elle supporta, tant qu'elle le put, avec l'air d'en rire, l'offre scandaleuse et la cynique œillade. Puis, un jour, laissant là sa petite maison, emportant ses meubles et son mari dérisoire, elle déménagea et s'en fut habiter très loin de nous, tout là-haut, à Bel-Air. Ma mère et les bêtes. Une série de bruits brutaux, le train, les fiacres, les omnibus, c'est tout ce que relate ma mémoire d'un bref passage à Paris quand j'avais 6 ans. 5 ans plus tard, je ne retrouve d'une semaine parisienne qu'un souvenir de chaleur sèche, de soif haletante, de fiévreuse fatigue et de puces dans une chambre d'hôtel rue Saint-Roch. Je me souviens aussi que je levais constamment la tête, vaguement opprimée par la hauteur des maisons, et qu'un photographe me conquit en me nommant, comme il nommait, je pense, tous les enfants, Merveille. 5 années provinciales s'écoulent encore, et je ne pense guère à Paris. Mais à 16 ans, revenant en puisaye après une quinzaine de théâtres, de musées, de magasins, je rapporte parmi des souvenirs de coquetterie, de gourmandise, mêlés à des regrets, à des espoirs, à des mépris aussi fougueux, aussi candides et dégingandés que moi-même, l'étonnement, l'aversion mélancolique de ce que je nommais les maisons sans bêtes. Ces cubes sans jardin, ces logis sans fleurs où nul chat ne miaule derrière la porte de la salle à manger, où l'on n'écrase pas devant la cheminée un coin du chien traînant comme un tapis, ces appartements privés d'esprit familier, où la main, en quête de cordiales caresses, se heurte au marbre, au bois, au velours inanimé, je les quittais avec des sens affamés, le besoin véhément de toucher, et vivante, des toisons ou des feuilles, des plumes tièdes, l'émouvante humidité des fleurs. Comme si je les découvrais ensemble, je saluais, inséparables, ma mère, le jardin et la ronde des bêtes. L'heure de mon retour était justement celle de l'arrosage. Et je chéris encore cette 6e heure du soir, l'arrosoir vert qui mouillait la robe de satinette bleue, la vigoureuse odeur de l'humus, la lumière déclinante qui s'attachait, rose, à la page blanche d'un livre oublié, aux blanches corolles du tabac blanc, aux taches blanches de la chatte dans une corbeille. Nonoche aux 3 couleurs avait enfanté l'avant-veille. Bijou, sa fille, la nuit d'après. Quant à Musette, la havanaise, intarissable en bâtard. « Va voir, Minet chérie, le nourrisson de Musette !» Je m'enfuis à la cuisine, où Musette nourrissait, en effet, un monstre à robe cendrée, encore presque aveugle, presque aussi gros qu'elle, un fils de chien de chasse qui tirait comme un veau sur les tétines délicates d'un rose de fraise dans le poil d'argent et foulait rythmiquement de ses pattes onglées un ventre soyeux qui lui déchirait si sa mère n'eût taillé et cousu pour lui, dans une ancienne paire de gants blancs, des mitaines de daim qui lui montaient jusqu'au coude. Et je n'ai jamais vu un chiot de 10 jours ressembler autant à un gendarme. Que de trésors éclos en mon absence. Je courus à la grande corbeille débordante de chats indistincts. Cette oreille orange était de Nonoche. Mais à qui ce panache de queue noire angora? À la seule Bijou, sa fille, intolérante comme une jolie femme. Une longue patte sèche et fine, comme une patte de lapin noir, menaçait le ciel. Un tout petit chat tavelé, comme une jeunette, et qui dormait, repu, le ventre en l'air sur ce désordre, semblait assassiné. Je démêlais, heureuse, ces nourrices et ces nourrissons bien léchés, qui fleuraient le foin et le lait frais, la fourrure soignée, et je découvrais que Bijou,
En 3 ans, 4 fois mère, qui portait à ses mamelles un chapelet de nouveau-né, suçait elle-même, avec un bruit maladroit de sa langue trop large et un ronron de feu de cheminée, le lait de la vieille nonoche inerte d'aise, une patte sur les yeux. L'oreille penchée, j'écoutais, celui-ci grave, celui-là argentin, le double ronron, mystérieux privilège du félin, rumeur d'usines lointaines, bourdonnement de coléoptères prisonniers, moulin délicat dont le sommeil profond arrête la meule. Je n'étais pas surprise de cette chaîne de pattes s'allaitant l'une à l'autre. À qui vit au champ et se sert de ses yeux, tout devient miraculeux et simple. Il y a beau temps que nous trouvions naturel qu'une lisse nourrit un jeune chat, qu'une chatte choisit pour dormir le tissu de la cage où chantaient des serins verts confiants et qui, parfois, tiraient du bec, au profit de leur nid, quelques poils soyeux de la dormeuse. Une année de mon enfance se dévoie à capturer, dans la cuisine ou dans l'écurie à la vache, les rares mouches d'hiver. Ne fallait-il pas sauver ces insatiables au bec large qui dédaignaient toute proie morte ? C'est grâce à elle que je sais combien l'hirondelle apprivoisée passe en sociabilité insolente le chien le plus gâté. Les 2 nôtres vivaient perchés sur l'épaule, sur la tête, nichés dans la corbeille à ouvrage, courant sous la table comme des poules et piquant du bec le chien interloqué, piaillant au nez du chat qui perdait contenance. Elles venaient à l'école au fond de ma poche et retournaient à la maison par les airs. Quand la faulx luisante de leurs ailes grandit et s'affûta, elles disparurent à toute heure dans le haut du ciel printanier, mais un seul appel aigu, « Petite !» les rabattait, fendant le vent comme 2 flèches, et elles atterrissaient dans mes cheveux, cramponnées de toutes leurs serres courbes, couleur d'acier noir. Que tout était féerique et simple parmi cette faune de la maison natale. Vous ne pensiez pas qu'un chat mangeât des fraises ? Moi, je sais bien, pour l'avoir vu tant de fois, que ce Satan noir, babou, interminable et sinueux comme une anguille, choisissait en gourmet, dans le potager de Madame Pommier, les plus mûrs des caprons blancs et des belles de juin. C'est le même qui respirait, poétique, absorbé des violettes épanouies. On vous a conté que l'araignée de Pélisson fut mélomane ? Ce n'est pas moi qui m'en ébahirais, mais je verserai ma mince contribution au trésor des connaissances humaines en mentionnant l'araignée que ma mère avait, comme disait papa, dans son plafond, cette même année qui fêta mon 16e printemps. Une belle araignée des jardins, ma foi, le ventre en gousse d'ail, barré d'une croix historiée. Elle dormait ou chassait, le jour, sur sa toile tendue au plafond de la chambre à coucher. La nuit, vers 3 heures, au moment où l'insomnie quotidienne rallumait la lampe, rouvrait le livre au chevet de ma mère, la grosse araignée s'éveillait aussi, prenait ses mesures d'arpenteur et quittait le plafond au bout d'un fil, droit au-dessus de la veilleuse à huile où tiédissait toute la nuit un bol de chocolat. Elle descendait, lente, balancée mollement comme une grosse perle, empoignait de ses 8 pattes le bord de la tasse, se penchait tête première et buvait jusqu'à satiété. Puis elle remontait, lourde de chocolat crémeux, avec les haltes, les méditations qu'impose un ventre trop chargé, et reprenait sa place au centre de son gréement de soie. Couverte encore d'un manteau de voyage, je rêvais, lasse, enchantée, reconquise, au milieu de mon royaume. « Où est ton araignée, maman ?» Les yeux gris de ma mère, agrandis par les lunettes, s'attristèrent. « Tu reviens de Paris pour me demander des nouvelles de l'araignée, ingrate fille ?» Je baissai le nez, maladroite à aimer, honteuse de ce que j'avais de plus pur. Je pensais quelquefois la nuit, à l'heure de l'araignée, quand je ne dormais pas. « Minet chérie, tu ne dormais pas ? On t'avait donc mal couché ? L'araignée est dans sa toile, je suppose. Mais viens voir si ma chenille est endormie. Je crois bien qu'elle va devenir chrysalide. » Je lui ai mis une petite caisse de sable sec. Une chenille de pan de nuit, qu'un oiseau avait dû blesser au ventre, mais elle est guérie. La chenille dormait peut-être, moulée selon la courbe d'une branche de lyciette. Son ravage, autour d'elle, attestait sa force. Il n'y avait que lambeaux de feuilles, pédoncules rongés, surgeons dénudés. Dodue, grosse comme un pouce, longue de plus d'1 décimètre, elle gonflait ses bourrelets d'un vert de chou, clouté de turquoise saillante et poilue. Je la détachai doucement, et elle se tordit, coléreuse, montrant son ventre plus clair et toutes ses petites griffes qui se collèrent comme des ventouses à la branche où je la reposais. « Maman ! Elle a tout dévoré !» Les yeux gris, derrière les lunettes, allaient du lyciette tondu à la chenille, de la chenille à moi, perplexe. « Hé, qu'est-ce que j'y peux faire ?
D'ailleurs, le lisiette qu'elle mange, tu sais, c'est lui qui étouffe le chèvrefeuille. Mais la chenille mangera aussi le chèvrefeuille? Je ne sais pas. Mais que veux-tu que j'y fasse? Je ne peux pourtant pas la tuer, cette bête. Tout est encore devant mes yeux. Le jardin aux murs chauds, les dernières cerises sombres pendues à l'arbre, le ciel palmé de longues nuées roses. Tout est sous mes doigts. Révolte vigoureuse de la chenille, cure épais et mouillé des feuilles d'hortensia, et la petite main durcie de ma mère. Le vent, si je le souhaite, froisse le raide papier du faux bambou et chante en 1000 ruisseaux d'air divisés par les peignes de l'if pour accompagner dignement la voix qui a dit ce jour-là, et tous les autres jours jusqu'au silence de la fin, des paroles qui se ressemblaient. Il faut soigner cet enfant. Ne peut-on sauver cette femme? Est-ce que ces gens ont à manger chez eux? Je ne peux pourtant pas tuer cette bête. Épitaphe. Qu'est-ce qu'il était quand il était vivant, Astonifronque Bonscope? Mon frère renversa la tête, noua ses mains autour de son genou et cligna des yeux pour détailler, dans un lointain inaccessible à la grossière vue humaine, les traits oubliés d'Astonifronque Bonscope. Il était tambour de ville, mais dans sa maison, il rempaillait les chaises. C'était un gros type, pas bien intéressant. Il buvait et il battait sa femme. Alors pourquoi lui as-tu mis bon père, bon époux sur ton épitaphe? Parce que ça se met quand les gens sont mariés. Qui est-ce qui est encore mort depuis hier? Madame Aigrémimi Pulicien. Qui c'était, Madame Aigrélimu? Aigrémimi, avec un Y à la fin. Une dame, comme ça, toujours en noir. Elle portait des gants de fil. Et mon frère se tut, en sifflant entre ses dents agacé par l'idée des gants de fil frottant sur le bout des ongles. Il avait 13 ans et moi 7. Il ressemblait, les cheveux noirs taillés à la Malcontent et les yeux d'un bleu pâle, à un jeune modèle italien. Il était d'une douceur extrême et totalement irréductible. « À propos, reprit-il, tiens-toi prête demain, à 10h. Il y a un service. »« Quel service ?»« Un service pour le repos de l'âme de Lugustru Trutrumec. »« Le père ou le fils ?»« Le père. »« À 10h, je peux pas, je suis à l'école. »« Tant pis pour toi, tu ne verras pas le service. »« Laisse-moi seul, il faut que je pense à l'épitaphe de Madame Aigrémimi Pulicien. » Malgré cet avertissement qui sonnait comme un ordre, je suivis mon frère au grenier. Sur un tréteau, il coupait et collait des feuilles de carton blanc en forme de dalles plates, de stèles arrondies par le haut, de mausolées rectangulaires sommés d'une croix. Puis, en capitale ornée, il y peignait à l'encre de Chine des épitaphes, brèves ou longues, qui perpétuaient en pur style marbrier les regrets des vivants et les vertus d'un gisant supposé. Ici repose Astonifronque Bonscope, décédé le 22 juin 1874 à l'âge de 57 ans. Bon père, bon époux, le ciel l'attendait, la terre le regrette. Passant, priez pour lui. Ces quelques lignes barraient de noir une jolie petite pierre tombale en forme de porte romane, avec saillie simulée à l'aquarelle. Un étai, pareil à celui qui assure l'équilibre des cadres chevalets, l'inclinait gracieusement en arrière. « C'est un peu sec, dit mon frère, mais un tambour de ville, je me rattraperai sur Madame Aigrimimi. » Il consentit à me lire une esquisse. « Oh, toi, le modèle des épouses chrétiennes, tu meurs à 18 ans, 4 fois mère. Ils ne t'ont pas retenu, les gémissements de tes enfants en pleurs. Ton commerce périclite, ton mari cherche en vain l'oubli. » J'en suis là. Ça commence bien. Elle avait 4 enfants à 18 ans, puisque je te le dis. Et son commerce périclique, qu'est-ce que c'est un commerce périclique? Mon frère haussa les épaules. Tu ne peux pas comprendre, tu n'as que 7 ans. Mets la colle forte au bain-marie, et prépare-moi 2 petites couronnes de perles bleues pour la tombe des jumeaux Aziurnes, qui sont nés et morts le même jour. Ah, ils étaient gentils? Très gentils, dit mon frère. 2 garçons, blonds tout pareils. Je leur fais un truc nouveau. 2 colonnes tronquées en rouleau de carton. J'imite le marbre dessus et j'y enfile les couronnes de perles. Ah, ma vieille. Il siffla d'admiration et travailla sans parler. Autour de lui, le grenier se fleurissait de petites tombes blanches, un cimetière pour grandes poupées. Sa manie ne comportait aucune parodie irrévérencieuse, aucun faste macabre. Il n'avait jamais noué sous son menton les cordons d'un tablier de cuisine pour simuler la chasuble en chantant Dies Irae. Mais il aimait les champs de repos comme d'autres chérissent les jardins à la française, les pièces d'eau ou les potagers.
Il partait de son pas léger et visitait, à 15 kilomètres à la ronde, tous les cimetières villageois qu'il me racontait en explorateur. Ah, Escan, ma vieille, c'est chic, hein. Il y a un notaire, enterré dans une chapelle grande comme la cabane du jardinier, avec une porte vitrée, par où on voit un autel, des fleurs, un coussin par terre et une chaise en tapisserie. Une chaise? Pour qui? Pour le mort, je pense, quand il revient la nuit. Il avait conservé, de la très petite enfance, cette aberration douce, cette paisible sauvagerie qui garde l'enfant tout jeune contre la peur de la mort et du sang. À 13 ans, il ne faisait pas beaucoup de différence entre un vivant et un mort. Pendant que mes jeux suscitaient devant moi, transparents et visibles, des personnages imaginés que je saluais, à qui je demandais des nouvelles de leurs proches, mon frère, inventant des morts, les traitait en toute cordialité et les parait de son mieux. L'un coiffé d'une croix à branches de rayons, l'autre couché sous une ogive gothique, et celui-là couvert de la seule épitaphe qui louait sa vie terrestre. Un jour vint où le plancher râpeux du grenier ne suffit plus. Mon frère voulut, pour honorer ces blanches tombes, la terre molle et odorante, le gazon véridique, le lierre, le cyprès. Dans le fond du jardin, derrière le bosquet de tuyas, il emménagea ses défunts aux noms sonores, dont la foule débordait la pelouse, semée de têtes de soucis et de petites couronnes de perles. Le diligent fossoyeur clignait son œil d'artiste. Comme ça fait bien! Au bout d'une semaine, ma mère passa par là, s'arrêta, saisit, regarda de tous ses yeux, un binocle, un face à main, des lunettes pour le lointain, et cria d'horreur en violant du pied toutes les sépultures. Mais cet enfant finira dans un cabanon, c'est du délire, c'est du sadisme, c'est du vampirisme, c'est du sacrilège, je ne sais même pas ce que c'est. Elle contemplait le coupable par-dessus l'abîme qui sépare une grande personne d'un enfant. Elle cueillit d'un râteau irrité dalles, couronnes et colonnes tronquées. Mon frère souffrit sans protester qu'on traînât son œuvre aux gémonies. Et devant la pelouse nue, devant la haie de tuyas qui versait son ombre à la terre fraîchement remuée, il me prit à témoin, avec une mélancolie de poète. « Crois-tu que c'est triste, un jardin sans tombeau ?